Bonjour à tous, bon réveil à tous, bienvenue, c'est votre Bonjour d'Algérie. Nous sommes le mardi 9 mars et comme tous les matins, eh bien, le Bonjour d'Algérie débarque chez vous et ce jusqu'à 10h avec toute l'équipe de la matinale. On vous a concocté un très joli programme, à commencer tout d'abord par Djevdet Gessouma qui viendra nous parler du second roman de Linda Nawel Tebali intitulé Dis-moi ton nom, folie, un ouvrage bien, qui raconte une histoire de déracinement et d'exil que peut vivre chacun d'entre nous. Je vous en dis pas plus, vous en saurez davantage tout à l'heure évidemment. Et nous parlerons d'entrepreneuriat. Nous recevrons des femmes qui activent dans le domaine. Certaines d'entre elles sont même à l'origine du premier incubateur 100% féminin en Algérie et en Afrique aussi, Homework by DANEX DZ, premier incubateur dédié aux porteuses de projets qui a l'ambition d'être un levier pour la promotion de projets féminins. Dans la rubrique pédagogie, Fela Abraz, notre chroniqueuse, nous parlera aujourd'hui de l'utilité du manuel parascolaire, comment bien le choisir. Conseils et astuces avec notre chroniqueuse dans votre matinale. Un des produits phares de notre terroir est à l'honneur ce matin. Il s'agit de l'huile d'olive. L'or jaune algérien est en train de se frayer un chemin à l'international, à l'étranger, a même pu décrocher des prix. Nous, on vous fera découvrir le parcours d'un producteur lauréat du prix international de Dubai Early Harvest 2021. Nous finirons en beauté, en musique, bien sûr, avec un artiste algérois. Il s'appelle Selim Halil. Il a marqué bien la scène musicale et artistique de par ses sonorités et ses paroles. Vous aurez même droit à une petite prestation en direct. Avant le développement de toutes ces thématiques diverses et variées, c'est l'heure de votre premier journal météo de la journée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Les nouvelles du temps, c'est comme tous les mardis avec vous, Amel Aribi. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, merci. C'est un peu speed ce matin? Oui. On a vraiment couru, hein? De la pluie? Inch'Allah. Très bien, c'est à vous. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, le ciel restera le plus souvent nuageux, c'est pratiquement l'ensemble des régions nord, avec quelques pluies près des côtes, mais des pluies parfois localement assez marquées vers l'intérieur ouest, centre et est, avec toutefois quelques chutes de grêle sur les hauts plateaux du centre et l'est durant la journée. La moitié sud, le ciel restera passagèrement nuageux vers le Béchaoua avec quelques pluies orageuses. Voilées sur le Nord Sahara, également les oasis avec des foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies par endroit. Voilées aussi avec des orages vers l'extrême sud, le Gher Tassili et le Sahara oriental. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent, avec toutefois des surnoms de sable vers le Béchaoua, le Nord Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Gher et le Tassili. Les températures, l'après-midi, elles vont baisser sensiblement pour atteindre les 9 degrés seulement à Al-Bayad, 10 Tiaret, 12 Djelfa, 13 à Batna, 16 degrés à Alger-Oran et Tlemcen, 18 à Annaba, 17 à Constantine, 15 à Tizi Ouzou, au sud 16 degrés à Béchar, 22 Gardaya, 21 vers Biskra, 26 Tindouf, 30 degrés à Adrar, 32 Elizi, également Tamanrasset et enfin 38 degrés le maximum Borj Bedi Mokhtar et Ingzen. La mer aujourd'hui, elle se montrera plutôt peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et centre de secteur est à nord-est et 30 à 40 km/h sur les côtes est de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où le ciel restera passagèrement nuageux. À Abidjan, Abuja et également Bangui, Addis Abeba, Nairobi, de la pluie prévue à Antananarivo, un temps plutôt dégagé à Windhoek. Le thermomètre indiquera 27 degrés à Addis Abeba, 28 à Nairobi, également à Antananarivo, 32 Windhoek, 21 au Cap, 36 à Bangui et le maximum 38 degrés à Abuja, également Abidjan. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Merci Amel Aribi, rendez-vous donc pris à la mi-journée, à la fin de journée. Exactement. Merci beaucoup. Et c'est en musique que nous entamons cette matinale avec une artiste accomplie qui chante la femme, la citoyenneté, l'humanisme, mais aussi la paix, celle qui galvanise, déchaîne son public à chaque fois. C'est bien Samira Brahmiya avec son titre Mariema. Excellent moment, je vous laisse apprécier. She had
our minds. Now the color of her face didn't give up the fight. She really had the grace. Times change and brought the appetite. Townships were closed, men thrown in jail. She had to live and sing the story of her glorious land. The African dream will one day people understand. And her name was Mariama. She really knew the pain. Someone called her name. Can you feel the shame? Her name was Mariama. A new hope came with Mandela's day. Things started to change. They found a way. Makeba is free to sing and dance on her land. Makeba can finally lay down on the sand. And her name was Mariama. She really knew the pain. Someone called her name. Can you feel the same? Her name was Mariama. Et on retrouve Dufik Kessouma, bonjour. Bonjour. Ça va, vous avez On se raconte. Il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte en off. Oui, Dommage un qu'on jour puisse- on fera la compilation des offres. Dommage qu'on ne puisse pas les partager avec vous. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, on tâchera de le faire, un de ces quatre. Oui. Le bêtisier du Bonjour d'Algérie. Oui, Je crois que je ferai la une. il sera en bonne place, je pense. Ça fait Je plaisir. pense. Alors, ce matin, eh bien, vous êtes venu nous parler de Linda Nawel Tebali, donc professeure certifiée, docteur et chercheuse en musique. Vous êtes venu nous Oui. parler d'un de ses romans. Et aussi une belle plante, parce qu'elle travaille à l'école du Breuil, qui est l'école de paysagisme et d'horticulture à Encore Paris. bien. Elle est très polyvalente. Donc elle est à sa place, voilà. Oui, donc au fil de mes pérégrinations et de mes balades littéraires, Linda Nawel Tebani est vraiment un cas, un cas vraiment très particulier, puisqu'elle elle produit plein de choses. Elle est donc docteur en lettres, en musique. Alors entre Malouf et belle prose, elle est vraiment dans un univers très particulier, très engagée par rapport à la littérature algérienne romanesque, puisqu'elle défend une littérature algérienne à travers le roman, à travers la création. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'elle dit que la littérature algérienne s'affranchit, si vous voulez, de ce qui fut la question identitaire, de ce qui fut la question, si vous voulez, de la guerre, toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, elle prône une littérature algérienne qui est dans la création, dans la proposition esthétique. Donc c'est bien, c'est une chic fille. Vous la connaissiez? Non. Non, d'accord. Je vous ai dit la Elle dernière vous fois, je ne recontactera. connais pas tout le monde. Tout comme Akram Al-Kébir. Voilà, qui l'a pas maintenant, oui, on peut dire qu'on connaît Akram El-Kébir, puisque c'est un gentleman, Oui. en plus d'être un écrivain de talent. Donc, Nawel Tebani bénéficie vraiment aussi vraiment d'un capital sympathie, puisqu'elle est très, comme je le disais, très engagée, très vivace, dynamique et tout. Donc, elle travaille beaucoup sur la musique. Elle est au CRASC d'Oran, le centre d'anthropologie sociale
et culturelle, donc elle est au CNRPH. Vraiment, elle est très présente. Elle est même très présente aussi dans ce qu'on appelle, dans la littérature africaine, où elle a participé à un ouvrage collectif où il parle de nouvelle littérature africaine, avec Alain Mabankou, Sami Tchak, tout ça. Elle est dans un blog aussi où elle participe à des webinaires sur la littérature, qu'elle soit féminine, autour d'eux, c'est-à-dire écrit sur ou par, n'est-ce pas? Donc elle définit, elle est dans tout ça. Et donc elle a produit 2 romans. Mais alors là, elle, c'est vraiment aussi une extraterrestre dans le monde de la littérature algérienne. Donc elle est installée entre la France et elle travaille aussi souvent en Algérie, beaucoup en Algérie. Et donc elle a fait des conférences, elle fait des conférences vraiment tout le temps autour de la littérature, de la musicologie, toutes ces choses-là. Et donc là, elle nous vient d'abord avec un premier roman qui s'appelle L'éloge de la perte. Elle fait des romans très courts, très concis, mais avec des phrases très alambiquées. C'est-à-dire elle construit ses phrases d'une manière très, très poétique, très, très longue, mais en même temps, on se retrouve avec des romans touffus et très denses sur un espace très réduit. En général, pour le premier roman, Éloge de la perte, elle parle d'une belle histoire d'amour, évidemment impossible, entre Zeyna et un cadre supérieur de l'État algérien, sur une structure qu'on devine évidemment, mais qu'elle ne précise pas. Elle laisse beaucoup de parts de mystère, donc cette histoire d'amour va nous mener entre cette Zeyna et cette illustre inconnue. Et puis après, voilà, ça va pas tourner au vinaigre, mais presque. On va se retrouver à Constantine, où il y a une définition de la ville par Nawel Tbani Linda. Très intéressante. Parce qu'elle écrit d'une manière très parcellaire, et en général, si vous lisez ses romans, faites-le avec patience, parce que ça commence comme un diesel. Vraiment, il faut chauffer la machine petit à petit. Et après, tac, il y a une révélation à partir de la moitié à peu près des romans. Elle est comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est un style peut-être. Et donc, il y a beaucoup d'incursions dans ces romans. L'éloge de la perte, donc paru chez Média Plus en 2017, parle justement de cette histoire. Mais c'est aussi une histoire d'amour entre cette ville, Constantine, qui est aussi la capitale, entre guillemets, du Malouf. Et donc elle va insérer, elle va incruster, elle va ciseler des phrases avec une incrustation comme du corail sur un bijou, de pistes comme ça, musicales, rythmées et tout. Et ensuite, donc c'est des romans assez intéressants parce qu'ils sont écrits sur l'intériorité, sur la dépossession, sur la mémoire, sur la culture, la poésie et tout. Donc c'est assez intéressant. Elle se constitue, je pense, un style parce que dans le deuxième roman, Dis-moi ton nom en folie, pas Nour, hein, folie. Oui, j'allais dire. Oui, donc, oui, vous allez dire. Non, rien, continuez. Ah, rien, oui. Vaut mieux pas que je Donc, fasse une remarque sur... N'est-ce pas? Vous avez la blague facile aujourd'hui. Très facile, extrêmement facile. Très bien. Donc, dis-moi ton nom folie, ça parle de Skandar al-Ghaib, qui est une sorte de personnage lunaire, lunatique, un peu fou, amnésique, et qui est hospitalisé dans une structure psychiatrique à Paris, dans le sud, dans la périphérie sud de Paris. Et donc, il est en proie à des délires, mais les délires sont assez savants, ils sont assez intellectuels. On le croit parler avec un personnage qui s'appelle Métronome. Le début de cette histoire, c'est un papillon qui s'envole d'une branche. Ensuite, donc, ce papillon s'appellera Faracha, évidemment, et il va parler, enfin, il y a un dialogue entre ce personnage lunaire qui est Skandar al-Ghaib avec ces personnages annexes qu'on pense issus de la folie, mais bon. Donc après, ce Skandar al-Ghaib a toujours la manie de taper avec son pied en regardant la fenêtre, enfin vers l'extérieur. Tout le monde prend ça pour un syndrome et finalement c'est lui qui dans sa tête a de la musicalité, a des notes musicales et il fait juste
que taper. C'est inspiré de faits réels? Je sais pas, non, je pense pas. Linda Nawal Tebani a la particularité d'encourager la création, donc il est très peu probable que ça soit inspiré du réel. Mais ça, c'est une phrase qu'on dit aussi dans les films, ça aurait pu être inspiré du réel. En tout cas, c'est plein de messages. Rien qu'à voir le personnage principal qui décide d'être amnésique, qui oublie tout, sauf la musique. Vous avez dit le mot-clé, enfin le Oui. mot-clé, qui décide d'être amnésique. Sauf pour la musique Voilà. andalouse, c'est quelque part une sorte de... Pour se rappeler nos origines, l'auteur, justement, veut qu'on se rappelle de nos origines. Il y a aussi les l'influence sur descriptions nous des aussi. villes, il y a aussi en filigrane cette ville Constantine où elle est intégrée dans un des faits fondateurs de ce roman. Linda Tebani a la particularité d'intégrer des éléments récurrents, comme la ville de Constantine, de qui elle est fortement amoureuse, de cette musicalité. Elle est musicologue, donc elle est docteur en musique. Elle inscrit toujours des pistes poétiques, des pièces musicales, une rythmique basée sur... Finalement, c'est une grande partition, parce que, outre le fait que ça soit un petit roman, ils sont très denses, et donc parsemé de pistes comme ça, musicales, où au début d'ailleurs, même le deuxième roman démarre vraiment jusqu'à la moitié. Et dans ce roman, il y a une chose, c'est que on est dans l'intériorité de ce personnage. Et après, il y a un dénouement qui va commencer à se faire. D'ailleurs, elle va nommer ces chapitres. Et ça va être un dénouement vraiment surprenant. On comprend mieux les choses au fur et à mesure. Et on à partir de comprend, la deuxième moitié. elle va répondre au fur et à mesure. Et c'est vraiment là le talent de Nawal Tebani. C'est qu'elle va nous laisser comme ça, curieux de toutes ces choses. Et donc, très intéressant à lire. Là, c'est donc Dis-moi ton en folie, un roman de Linda Nawal Tebani aux éditions France Fanon. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2020. Et donc, avec une illustration de Hals Kemtref, d'ailleurs, qui est lui aussi un écrivain. Donc là, il dessine. Bon, donc c'est bien. Très intéressant à découvrir. Ça ne coûte pas très cher. Prix d'une bonne pizza. Et voilà, on le trouve partout. Merci beaucoup. Allez, Alors, toute urgence. Voilà, notre amoureux des livres vous recommande à lire. Ouais. Alors, le livre qui sera aussi à l'honneur, eh bien, il y a le Salon du Livre. Oui, il y à a la donc Safex. c'est en cours les 12e éditions des rencontres euro-maghrébines des écrivains, réalisées en partenariat avec Vivarium. Donc c'est à partir du 16 février et ça va durer, c'est en cours, ça va durer jusqu'au 16 mars donc 2021. C'est sur le concept de la vie demain, avec les écrivains invités qui sont Claudia Gaussi, Lami Saïdi, Alexandra Fadjouli, Souad Labiz, Nathalie Skoronak et notre grand Akram El-Kibir. Ah bah oui. Sur un débat modéré par Fella Bourgi. Il reste une semaine. Donc voilà, jusqu'au, il reste une 16 semaine. Donc c'est mars. organisé par la délégation de l'Union européenne avec les pays de l'Union européenne représentés en Algérie. Donc le site, vous allez sur Union européenne, l'Algérie, Oui. et tout le monde peut accéder et participer à ces Il y débats a qui aussi sont assez intéressants. le Salon du Livre à la Safex qui a repris ses Livre, activités. Voilà, après national, plusieurs- national. Oui, c'est le national, Salon du oui. Livre national. Donc, le plaisir de rencontrer des écrivains algériens. Je pense que le lecteur sera agréablement surpris de trouver qu'il y a de la production algérienne à tous les niveaux. Et Oui. donc, c'est Tous super les styles aussi, intéressant. hein. Tous les styles, même de l'anthropologie, du roman, de l'essai, de la poésie. Et donc, il faut y aller. Et voilà. Animer une industrie culturelle, c'est aussi le public, c'est les lecteurs. C'est très, très important. Oui. Voilà. Donc, rendez-vous est pris avec. Ces Merci. deux Donc, événements. c'est du 11 au 20 mars au Palais des Expositions de la Safex au pavillon central. Donc, c'est dans 2 jours. C'est à portée de tramway, donc c'est Oui. super. Voilà. Pour Très- se déplacer. très Pas bonne besoin balade. de prendre son véhicule Voilà. Très belle pour balade. réduire votre empreinte carbone. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est en musique. Merci Dieu de Gassouma. Merci, le On plaisir vous est retrouve pour moi. mardi prochain. Oui, avec On espère que plaisir. Linda Nawal Tebani n'hésitera pas à vous écrire un petit mot, Pas de souci. comme Akabir l'a si bien fait. Merci. Alors, c'est en musique on vous passe une très très belle musique. On revient juste après. وي في خاطر الخواطر وتخرجين
انا وفرايا وانا والله. لا لا سمعنا أيماننا تبغى قلت لك يموت واصفرني مرسل Place à notre rubrique pédagogie avec Fela Braz. Bonjour Fela. Bonjour. Comment ça va? Alhamdoulilah, merci. Alors vous êtes venu nous parler ce matin de l'utilité du manuel parascolaire et comment bien le choisir, c'est pas si évident que ça. Voilà, effectivement. Alors le manuel parascolaire, contrairement au manuel scolaire, on le trouve à l'école, c'est-à-dire ce sont les livres qu'on retrouve sur tout le territoire national. Mais le parascolaire, c'est quoi? En fait, quand il y a deux formats, il y a le format papier qu'on retrouve dans les librairies et puis le format numérique qu'on retrouve les cours. En fait, quand c'est un manuel qui vient aider ou l'enfant, c'est-à-dire l'apprenant, l'élève ou le professeur, parce qu'il peut toujours s'inspirer pour proposer des exercices aux élèves, à ses élèves. Mais sinon, dans les librairies, on trouve une panoplie, il y a une richesse en fait, quand il y a beaucoup de livres qui sont proposés, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition algériennes qui se sont spécialisées dans le livre parascolaire. Le livre parascolaire, son utilité en fait, quand il y a des exercices, il y a des activités, il y a des cours qui sont simplifiés pour les élèves, il y a dans toutes les matières, il y a une panoplie. Quand vous le voyez sur ce plateau-là, quand vous voyez les images à l'écran, en fait, quand le choix est très très large, la gamme est très large également. Quelle est son utilité? En fait, quand l'enfant, s'il n'a pas assez compris, on va dire, les cours à l'école, s'il pourrait, ses parents, choisir le manuel, le livre parascolaire qu'il doit acheter. Mais simplement, comment faire son choix? Le choix, alors d'abord, sachez qu'il y a certaines erreurs qu'on retrouve dans le livre parascolaire. L'idéal, c'est de demander conseil à son professeur. Quel livre, quelle maison d'édition, quelle est la mieux préconisée en fait pour qu'on puisse acheter le livre scolaire? Ça, en matière d'erreurs, parce qu'il y a certaines erreurs, on les a relevées, et puis c'est le rôle, on va dire, des inspecteurs de l'éducation nationale, du ministère, qui doivent, et qui font déjà ça, qui doivent faire la tournée en fait au niveau, avant de donner l'accord à la maison d'édition pour qu'elle imprime, édite le livre du parascolaire, qui soit bien sûr dans toutes les matières, pour tous les niveaux, tous les paliers, primaires, moyens et secondaires, sachant que maintenant les apprenants, les élèves, qu'ils soient collégiens ou écoliers ou lycéens, trouvent leur compte avec les livres parascolaires pour préparer les examens de fin de cycle, par exemple, pour les lycéens qui ont le baccalauréat, par exemple, ou
ceux qui ont le brevet, le brevet d'enseignement moyen. Mais sinon, il faudrait savoir que le choix, comme il est très large, comment faire son choix? D'abord, il faudrait se référer au professeur pour lui demander quel livre acheter. Comme il y a beaucoup de maisons d'édition, il y en a plus d'une cinquantaine qui proposent des livres parascolaires. Et puis, il y a le manuel parascolaire par matière et général aussi. Il y a général, c'est-à-dire on va retrouver tous les cours de l'année scolaire Toutes les matières. de toutes les matières dans un livre, dans le manuel parascolaire. Et puis sachez qu'il y a le manuel qui est en ligne. Il y a des sites qui sont payants ou on paye et d'autres qui sont gratuits. Mais maintenant, par rapport au prix, je vais parler de la fourchette des prix. Ça oscille entre 200 dinars jusqu'à 2500 voire 4000 dinars. Mais simplement, j'ai demandé au libraire comment se fait-il que les prix diffèrent. Il m'a dit c'est pas une question de contenu, c'est une question de volume, de couleur et de pagination. De qualité, en fait. Oui, c'est pas la qualité d'image, de format et de volume et de couleur. Oui. C'est la qualité en plus du papier. Oui. C'est pas par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça, j'insiste à ce que les parents, avant qu'ils n'achètent les livres parascolaires à leurs enfants, il faudrait qu'ils demandent, les enfants ou les parents demandent aux professeurs, parce que les professeurs eux-mêmes achètent des livres parascolaires pour proposer certains exercices aux élèves. Il ne faut pas qu'il y ait cette erreur-là. Maintenant, en 2016, certains parents, en fait, quand les parents d'élèves ont demandé au niveau du ministère, ils ont présenté une requête au niveau du ministère de l'Éducation nationale, à ce qu'il y ait une révision, à ce qu'il y ait une loi pour protéger les enfants contre toute atteinte, c'est-à-dire les erreurs qui se trouvent dans les livres parascolaires, parce que ça existe et dans toutes les matières. Pour cela, il y a eu une loi, en fait, qui régit ce secteur-là, c'est-à-dire tous les livres du parascolaire qu'on retrouve dans les librairies. Les parents, je le redis, devraient, ceux qui veulent acheter, parce que pratiquement tous les parents en achètent actuellement pour leurs enfants, il faudrait qu'ils demandent conseil aux professeurs pour qu'ils leur désignent la maison d'édition où ils doivent laquelle choisir pour acheter leurs livres parascolaires. Et puis il y a aussi l'aspect numérique. L'aspect Il numérique, y a aussi des voilà. manuels sur Internet qu'on télécharge, qu'on achète aussi sur Internet. Alors, on avait dit, il y a le livre manuel papier, parascolaire manuel papier, et puis le format en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Il y a des sites qui sont payants, il y a des sites qui sont gratuits. Alors, télécharger, c'est bien, mais aussi, il faudrait toujours que l'enfant ou les parents, en fait, quand les adultes doivent savoir ce qu'ils doivent choisir, quel site choisir pour leur enfant, pour qu'il fasse des exercices, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. En général, il n'y en a pas, parce que ce sont des cours. Des cours simplifiés, ils vulgarisent, en fait, le cours pour l'enfant et dans toutes les matières. Et puis l'avantage je pense, d'un manuel parascolaire en ligne, numérique, ça peut être bien plus animé pour l'enfant, avec des interactivités avec d'autres enfants en ligne. Oui, quand il n'y a pas de problème d'Internet, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais simplement avoir le support papier, c'est intéressant. Et puis on peut les donner à quelqu'un. En fait, quand il y a sur les sites, sur la toile, en fait, sur Facebook par exemple, il y a beaucoup de groupes, pour vous dire, où on peut échanger. C'est-à-dire, un enfant, s'il est en 4e année ou au lycée, on n'a plus besoin. Il passe à la classe supérieure, il peut proposer à la vente ses livres ou qu'il y ait des échanges. Ça, c'est intéressant. En fait, quand on choisit selon ce qui nous intéresse, et puis les parents devraient toujours consulter les professeurs, pas pour les lycéens. Les lycéens pourraient demander à leurs professeurs quel site choisir pour faire des exercices, pour s'entraîner. En fait, le livre parascolaire est très important pour l'apprentissage des enfants, pour s'entraîner, pour se préparer aux examens, aux épreuves de fin d'année, faire son choix. Et puis, la référence, si on achète le manuel parascolaire papier, support papier, la référence, ce n'est pas le prix. Parce que ce n'est pas une question de prix. C'est aussi en fonction du profil de l'élève, de l'écolier. En fait, quand c'est une question de contenu, il faudrait voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Est-ce que ça va performer notre enfant dans son apprentissage? Ça, c'est très important. N'achetez pas pour acheter. Tout à fait. Voilà. Alors, merci beaucoup. Il y a 20-30 ans, il n'y avait pas de livre, de manuel parascolaire, voire pas du tout. Ça poussait quelque part les écoliers, les enseignants à être un peu plus créatifs, à inventer des exercices, à compléter leur cours. En fait, quand ça a existé, mais nous, on ne l'avait pas. Parce qu'il y a le livre scolaire pour vacances, en fait, le parascolaire pour vacances. Avant, ça existait en Algérie. Un programme bien plus léger que celui qu'on a. Très léger pour s'exercer, en fait. Ça existait, mais maintenant, c'est devenu à la mode. Tout le monde en achète. Alors, l'idéal, si vous avez des supports papier, proposez à la vente ou faites des échanges. Sinon, allez-y en ligne. Il y a tous les sites et intéressez-vous. Merci, Fela Abraz. Merci d'avoir abordé ce sujet si important avec nous ce matin. On vous retrouve mardi prochain. Inch'Allah.
Merci. On vous laisse avec cette boucle d'images. Elles sont pourvues, on revient juste après. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. On rappelle encore que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. Allez, on parle entrepreneuriat au féminin. On a le plaisir de recevoir de très jolies dames, femmes, jeunes femmes qui exercent, qui sont très actives dans le domaine. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, tout en même temps, vous êtes synchro. Alors, Elkaïna Hamesh, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chercheur au CREAT, ce centre de recherche. Oui. Merci d'être parmi nous. Merci à vous d'avoir pensé à nous inviter. Ah bah, c'est essentiel, c'est important. Et je suis en compagnie des deux fondatrices du premier incubateur 100% féminin en Algérie, en Afrique aussi, Homework DANEX by DANEX DZ. Les deux, Sarah Aïthamou. Alors, dites-moi, c'est quoi l'histoire? Alors oui, on va mettre fin au suspense parce que tout le monde vraiment... Parfaite homonyme. Voilà, alors on est parfaitement homonyme et on est belle-sœur. Donc je suis la version originale, c'est la version plus récente. Voilà. D'accord, très bien. Alors bon, en même temps, ça vous a poussé peut-être à vous associer, à bien vous entendre. Bon, on s'est dit que ça pourrait être fun de faire quelque chose ensemble avec deux noms pareils. Enfin, en étant homonyme, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Génial, donc on va vous appeler les Sarah au carré. C'est ça, même s'il y en a une qui s'appelle Aïthamou avant l'autre, désolée. Il n'y a pas de Très bien. Alors, eh bien, vous avez connu, Madame Elkaïna Hamesh, vous avez connu différentes périodes de la vie des femmes travailleuses en Algérie. Oui. Est-ce que vous constatez qu'il y a une évolution aujourd'hui ? Énormément. Déjà, en termes statistiques, il y a une évolution, un peu timide, certes,
des femmes qui sont dans le secteur de l'emploi, qui soit public ou privé, mais également dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'on les voit dans des niches qui n'étaient pas attirées par les femmes. Et cette tendance, elle concerne maintenant toutes les niches où les hommes y sont déjà, entre autres le BTP, le secteur des télécommunications, la manufacture qui était déjà investie par les femmes. Et effectivement, les femmes sont de plus en plus intéressées et impliquées dans la vie économique. Dans l'agriculture aussi, il y a de plus en plus de femmes agricultrices. Enfin, traditionnellement, la femme a toujours été dans ce secteur de l'agriculture. On ne la voyait pas. On ne la voyait pas, elle était invisible, effectivement. Et on sait même que dans les pays les plus développés, la question de la différence des salaires entre femmes et hommes se pose toujours, alors qu'en Algérie, à poste égal, eh bien, il est interdit de faire la différence salariale. Effectivement. Là, il faut rappeler que l'Algérie a quand même signé toutes les conventions internationales pour garantir l'égalité entière entre les hommes et les femmes. La femme algérienne jouit de tous les droits de protection et d'égalité en termes de salariat, mais aussi de protection. Elle est prise en charge sur le plan, par exemple, de la maternité. Tous ces aspects de femmes, ces droits sont garantis. Et c'est probablement ces raisons objectives qui ont fait que les femmes, on retrouve de plus en plus de femmes sur le marché du travail, mais pas autant qu'on souhaiterait, sincèrement. Oui. L'Algérie, quand même, a beaucoup investi dans les femmes. Elle a donné l'égalité dans la scolarité, la gratuité dans la scolarité, mais sur le marché du travail, on ne retrouve pas justement ces femmes qui sont pourtant, en termes statistiques, les plus performantes dans les études supérieures. Il y a 65% de femmes qui sortent de l'université. Oui, alors justement, donc voilà, ça reste des points sur lesquels on est en avance par rapport à d'autres pays. Oui. Justement, vous parliez de chiffres et de classement des femmes dans le monde. Eh bien, nous entamons notre série de reportages avec ce travail réalisé par Samia Bouharour, qui sur une enquête de l'UNESCO qui révèle que l'Algérie enregistre bien le taux le plus élevé de femmes ingénieurs au monde. Ça passera dans quelques instants. Donc, c'est un beau chiffre qui nous met en valeur, qui nous met en avant. Oui, énormément. C'est le résultat, c'est les fruits qu'on récolte par rapport à cette politique d'État, d'égalité et de gratuité de l'enseignement supérieur. Enfin, de l'enseignement, de tous les cursus de l'enseignement. Et justement, je voulais juste évoquer que par rapport à d'autres pays, l'Algérie n'a pas, dans l'école, elle a veillé à ce qu'il n'y ait pas de reproduction d'inégalité de classe et de sexe. Par rapport à d'autres pays, en France, Pierre Bourdieu a quand même tous ses ouvrages à dénoncer cette reproduction d'inégalité dans l'école française, par exemple, que l'école française était reproductrice d'inégalité de classe, mais également d'inégalité de sexe. Et on peut se féliciter qu'en Algérie, l'école algérienne, elle garantit vraiment l'égalité de classe, rurale, urbain, de toutes catégories confondues, mais surtout d'égalité de sexe. Et c'est ça le résultat. Merci Elkaïna Hamesh. On regarde ce reportage, il est fait par Samia Bouharour. La course contre la montre pour un développement plus intelligent est le dernier rapport de l'UNESCO publié le 11 février dernier. Ce rapport onusien annonce que les plus fortes représentations de femmes parmi les diplômés en ingénierie se situent en Algérie avec 48,5%. Et oui, les Algériennes se débrouillent très bien en sciences exactes. Depuis plus d'une cinquantaine d'années, le rôle et la place des femmes en Algérie a beaucoup évolué. Ils ont été portés par une dynamique sociétale et par, bien évidemment, un cadrage juridique, porté aussi par tout un dispositif institutionnel qui a été mis en place depuis les années 2000. Néanmoins, il est vrai que la société a reconnu que par le biais de la scolarisation, la scolarisation a été le vecteur de l'effacement de beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes.
Plusieurs recherches concernant les femmes ingénieurs dans ce sens ont été menées par des centres de recherche algériens. C'est dans ce cadre que nous avons justement mené une étude au niveau d'un grand groupe algérien où on a mis un focus justement sur le métier d'ingénieur considéré comme un métier masculin. Il en ressort bien évidemment que nous avons trouvé différents profils de femmes ingénieurs. La première catégorie, c'est des femmes très volontaires, très investies, engagées dans leur métier, où justement leur trajectoire a été beaucoup assurée en termes de progression vers les postes de responsabilité. C'est donc à juste titre que la publication Econostrum, qui cite le document, estime que ce rapport bouleverse les idées reçues du fait que le vivier des femmes ingénieurs se situe bel et bien sur la rive sud de la Méditerranée et non sur la rive nord. Le rapport de l'UNESCO signale d'ailleurs que la parité sur les postes de chercheuses ne cesse de progresser au sud de la Méditerranée. L'UNESCO note que leur nombre est passé de 35% en 2005 à plus de 47% en 2017 et a grimpé aujourd'hui à plus de 48%. Le potentiel donc est là pour un meilleur développement du pays. Imen, cette jeune ingénieure en télécommunications, aspire à continuer sur la voie de ses aînés. Alors l'ingénierie, c'était vraiment le domaine dont j'ai grandi. Mon père était ingénieur, donc il m'a poussé à choisir une filière de l'ingénierie qui était l'informatique. Ensuite, l'amour de l'informatique a grandi avec moi et j'ai trouvé beaucoup de plaisir en pratiquant l'informatique. La femme algérienne, elle ose plus. La femme algérienne, elle est présente dans plusieurs domaines, mais toujours il y a un petit manque comme ça, donc on doit continuer notre combat de vie et pour s'imposer et pour faire mieux, bien sûr. Avec cette distinction, la femme algérienne a pu s'imposer encore une fois sur la scène internationale, mais le combat continue. Des femmes investies et volontaires, hein, très investies dans leur domaine. On en a deux sur le plateau. Les deux, Sarah, ça va toujours? Ça va, très bien. Alors, vous êtes les deux fondatrices de Womework, je le disais tout à l'heure, premier incubateur dédié aux porteuses de projets et qui a l'ambition d'être un levier pour la promotion des projets féminins, promouvoir, soutenir et concrétiser ces beaux projets. Une aventure qui a commencé comment? Alors, l'aventure, elle a commencé en 2019. On a monté avec mon collaborateur, mon partenaire Walid, qu'on salue, le catalyseur dit Annex DZ, donc, qui est un catalyseur de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Donc, c'était un espace, un endroit, un catalyseur dédié à tous les entrepreneurs, femmes et hommes, algériens, freelancers, travailleurs nomades, donc avec une multitude de services qui leur permettaient d'achever leurs projets, de les concrétiser en ayant tout l'accompagnement nécessaire en différents services de domiciliation, d'espaces de coworking, d'experts qui sont mis à leur disposition. Et ensuite, avec le temps, on a réalisé qu'il n'y avait pas énormément d'engouement de femmes qui venaient pour réaliser leurs projets. Il y avait une petite crainte, une petite peur. Donc, avec mon homonyme, on a décidé, vu qu'on se sent redevable aux femmes algériennes, vu qu'on est des femmes algériennes, donc on a porté cette mission dans notre cœur et on s'est dit, on doit créer un incubateur 100% féminin. Voilà, donc l'histoire, elle a commencé par là. Génial. Combien de startups aujourd'hui ont volé de leurs propres ailes après avoir été incubées chez vous? Il me semble que dans le reportage, vous avez reconnu une de vos incubées. Oui. Alors justement, l'incubation a commencé vraiment le mois dernier, donc en février. Le processus d'incubation a débuté. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est-à-dire qu'on a mis toute l'année 2020 à mettre en place l'incubateur avec tout un écosystème autour duquel il gravite. Donc des partenaires, des formateurs, des coachs, des investisseurs. Et on a vraiment voulu
voulu bien s'entourer avant de se lancer. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé vraiment en février dernier, donc avec 8 projets très porteurs à fort impact économique et social, parce que c'est aussi notre stratégie, c'est vraiment que des projets qui sont impactants au niveau sociétal. Et donc les formations ont commencé. Samedi prochain, ce sera la 4e formation qui sera donc dispensée en études de marché par une de nos formatrices qui est une consultante senior chez Deloitte. D'accord, Voilà. très bien. Alors, Elkaïna Hamesh, les femmes, vous le voyez très bien sur le plateau, les femmes algériennes ont dû se battre pour s'imposer dans le monde professionnel, mais quelque part, on n'a rien à faire sur un plateau. Aujourd'hui, beaucoup de domaines, beaucoup de métiers sont, on va dire, là où les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes, comme le corps médical, les médias, on le voit bien, on a aussi l'enseignement, où les femmes sont les plus nombreuses. Oui, effectivement. On retrouve la présence des femmes, par exemple, dans le secteur juridique. Il y a beaucoup plus de femmes juges, avocats, dans l'enseignement de tradition. On va dire que le secteur de l'éducation et le secteur de la santé, quelque part, est une reproduction de métiers de femmes. La femme, de fait, elle est chez elle, elle s'occupe de l'éducation et des soins pour les membres de sa famille. Mais justement, ce qui est bien, c'est qu'on la retrouve dans des secteurs qui sont vraiment masculins, comme le juridique. Il y a beaucoup plus de femmes juges que d'hommes. Les statistiques sont là. Les femmes ingénieurs aussi, on l'a vu dans le reportage de Samia Bouarour. C'est ce qui est bien. Donc, également dans le secteur de BTP, il y a beaucoup de femmes qui sont sur les chantiers, qui réalisent des travaux magnifiques, et cela sur le plan national. Donc effectivement, l'école algérienne, l'école et l'université algérienne a vraiment réussi dans sa tâche de préparer cette génération de cadres et d'acteurs économiques. Il faut dire également que même ce nouvel écosystème qui est très enrichi par les incubateurs, attire même les femmes qui sont au-delà de nos frontières, c'est-à-dire les Algériennes qui sont installées de première et de deuxième génération, des immigrés qui voudraient vraiment et qui souhaitent et qui projettent rentrer au pays pour monter des projets, et justement elles recherchent justement ce genre d'incubateurs pour pouvoir les aider à s'installer. Elles se sont formées sous forme d'associations, et elles font des enquêtes, des approches pour savoir à peu près comment ça se passe en Algérie, quelle est la réglementation, quels sont les incubateurs qui existent. Elles seront très contentes de savoir qu'il y a déjà des incubateurs spéciaux pour femmes. Oui, comme on le voit aujourd'hui avec les deux, Sarah et Hamou. Alors justement, cette évolution de la place des femmes dans le monde professionnel est due aussi au fait qu'il y a chaque année de plus en plus de femmes diplômées que d'hommes. C'est ce qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure. Il y avait votre collègue du CREAD qui en parlait. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a la déperdition sociale, scolaire plutôt, qui est plus importante chez les hommes, chez les femmes. On peut l'expliquer de cette manière? Il y a une explication sociologique, c'est que tout simplement, pour l'homme, la réussite n'est pas dans la scolarité. Ça veut dire que la réussite... Elle est ailleurs, elle est après elle est ailleurs. On attend de l'homme, à ce qu'il soit ça veut dire qu'il soit suffisant sur le plan matériel. Donc très jeune, il capte cela dans la société, il va faire des efforts pour se réaliser matériellement. Donc il va investir dans des circuits courts de formation qui lui permettent de monter des affaires ou un commerce, ou carrément s'aventurer dans le business. Et ne pas s'investir forcément dans les études scolaires. Non, les études généralement sont longues, et justement ça attire beaucoup plus la gente féminine, d'abord parce que c'est un prétexte pour être dans l'espace public. Dans la vie active. Dans la vie active. Et les femmes, elles ont tout le temps de faire des études. Et quand, par exemple, arrive l'âge de mariage, il n'est pas attendu à ce que la femme apporte de l'argent. C'est beaucoup plus l'homme qui doit garantir l'habitat, le mariage, enfin tout ce qui est le jazz, etc. Donc si on prend un homme et femme qui suivent des études, autant
du mariage, tous les deux, ils auront zéro bagage. Donc l'homme, je pense qu'à travers les expériences et les codes sociaux, est très imprégné par cela et va directement vers des circuits courts de formation et plutôt vers le commerce et le business. Sarah et Hamou, alors vous avez lancé un nouveau projet. Projet Nissa Angels, c'est ça? Nissa Business Angels. Business Angels, donc il s'agit d'aider les startups dans leur phase de décollage à travers des investissements qui seront des business angels. Alors oui, en fait, pour accompagner notre incubateur, on a pensé à mettre en place un club privé d'investisseurs. Et comme on était déjà dans le féminin, donc on a pensé que ça pourrait être aussi un club féminin, donc constitué de femmes entrepreneurs qui ont réussi et qui veulent à leur tour aider d'autres femmes à réussir, tout simplement. Ça en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a nommé notre présidente, donc, qui est Leïla Akli, qui est très présente dans l'écosystème algérien, puisqu'elle a sa boîte Pi Relations qui performe très bien à Alger. Et donc, elle en est la présidente. Et puis l'investissement, en fait, est censé venir une fois le process d'incubation terminé, c'est-à-dire une fois l'accompagnement et la formation délivrée. Donc l'investissement, c'est vraiment le stade final. Effectivement. Et ce qui nous a fait aussi plaisir, comme elle a dit en fait Madame El Kahina, c'est que voilà, il y a des femmes algériennes donc qui sont ici en Algérie. Il y a aussi d'autres femmes qui font partie de la diaspora qui ont répondu à cet appel, donc que ce soit pour coacher ou pour investir dans les femmes algériennes, mais aussi il y a les hommes qui soutiennent la femme algérienne, qui veulent investir en elle et qui veulent travailler d'égal à égal avec elle et qui veulent en fait investir aussi en elle. Donc le fait de savoir aussi qu'il y a aussi des hommes, donc nous aussi ça nous aide à briser ce plafond de verre que voilà, l'homme n'est pas ici pour aider la femme, au contraire il est bien ici. Et on veut changer cette donne-là, de dire qu'il y a certains hommes et que cette mentalité doit changer un peu en Algérie, que la femme et l'homme peuvent travailler ensemble, sont faits pour travailler ensemble et sont faits pour aller ensemble dans le même chemin. En fait, Business Angels, les fondatrices sont des femmes, mais c'est ouvert aux hommes qui veulent investir dans l'entrepreneuriat féminin. Et il y en a déjà qui nous ont rejoints. Ah, c'est génial, c'est génial. Et si on peut rebondir un peu sur les chiffres, effectivement, ce qu'elle disait Madame Kahina, les femmes, elles sont plus instruites. Ce qu'on a vu en fait au niveau de notre incubateur, c'est toutes des femmes qui ont fait des études ou qui ont accompli leurs études, qui ont fini leur cursus, qui veulent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais le fait, en fait, il y a un paradoxe, c'est un chiffre qui est vraiment très bas en Algérie, qui ne représente que 6% en fait des femmes qui entreprennent. Et ce chiffre-là, en fait, il fait vraiment peur parce qu'on se dit pourquoi la femme algérienne n'arrive pas à sauter le pas, n'arrive pas à entreprendre. On a trouvé que l'écosystème il y a aussi des barrières. Hein. Des barrières pour le prêt bancaire, pour le financement. Oui, financière, culturelle et tout. Et c'était un peu la mission du Homework qui est là en fait pour dire aux femmes algériennes qu'elles font partie de l'Algérie ou de la diaspora, que voilà, il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place, qui est déjà mis en place, il y a de l'accompagnement, il y a de la formation, il y a de l'information, donc on est là. Vous êtes là pour ça les deux, Sarah. Effectivement. Alors, si je peux me permettre juste d'évoquer en fait le chiffre 6% qui est paradoxal. Pourquoi? Parce que en Afrique, 24% des femmes entreprennent. C'est les femmes qui entreprennent le plus au monde, donc devant le continent américain, européen et asiatique. C'est pour ça que ce chiffre nous a paru paradoxal avec l'Algérie et qu'on voulait rétablir un peu la donne. Merci beaucoup. Les deux, Sarah Aït Hamou, fondatrice du premier incubateur 100% féminin Homework by the INEX-DZ. Merci à vous. Merci. On vous retrouve pour d'autres nouveautés très bientôt, j'espère. Oui, alors, merci à vous aussi, Madame Hamesh El-Kania. Merci beaucoup. Vous êtes chercheuse au CREAD, donc ce centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Merci beaucoup d'avoir justement un peu détaillé, un peu expliqué ce chiffre, cette enquête de l'UNESCO qui révèle que l'Algérie enregistre le plus haut taux de femmes ingénieures dans le monde. Merci à vous, mesdames. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Beaucoup de réussite à vous. Merci beaucoup. Et on se retrouve juste après ces belles images. Très bien. قليل الأجل وشوق
Et on est ravis d'accueillir notre collègue journaliste, reporter à la rédaction de l'information de Canal Algérie, Falab Nour. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va C'est très une bien. première, je suis ravie de Et vous vous? recevoir. Ah, tout le plaisir est pour moi. C'est gentil. Alors, vous voulez nous faire l'éloge bien d'un de nos produits phares du terroir, à savoir l'huile d'olive 100% algérienne, qui a été primée à l'international. À l'international, c'était au concours de Dubaï il y a quelques jours. Et au fait, ils sont deux à avoir la médaille d'or, à décrocher la médaille d'or. Il s'agit de Hamid Kiared et Rabah Hashlef, avec qui, que j'ai rencontré il y a quelques jours. Et qui a eu la nouvelle, et c'était une surprise. Et d'où ma présence aujourd'hui. Très bien, alors cette médaille est la réussite d'un homme, d'une entreprise, mais aussi de toute une filière qui a traversé bien des difficultés. Et j'entends par la difficulté, bien, il y a des feux de forêt, il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens surtout, il y a un manque d'accompagnement, il y a beaucoup de choses à mettre en avant parce que l'Algérie mérite de reprendre sa place, la première place mondiale dans le domaine, sauf qu'il y a encore beaucoup à faire dans le secteur. Des difficultés à instaurer un label spécifique. Il y a déjà une première difficulté, c'est de passer du mode traditionnel vers le mode automatique moderne. Oui. Convaincre les résistants ou les récalcitrants de passer vers le mode automatique moderne et industriel est très difficile. Très bien, on tient beaucoup à notre patrimoine et c'est bien, et on le garde et on le préserve. Mais il y a aussi une nécessité économique qui peut faire de l'Algérie premier producteur mondial d'huile d'olive. Je vous donne une information, un baril d'huile d'olive coûte 6 fois plus cher qu'un baril de pétrole. Oui. Et ça, c'est une vérité. L'avenir peut être quelque part. Sauf qu'on ne peut pas produire autant de barils, bien sûr, voilà, que le pétrole. Voilà. Alors, vous avez fait le portrait de ce lauréat, de cet homme, le portrait donc de ce médaillé d'or du concours international de Dubaï, Early Harvest 2021, concours des huiles d'olive de meilleure qualité. On regarde, on vient juste après. On devait participer au concours de Dubaï. Bon, finalement, ça c'est... Bon, j'ai envoyé les échantillons, mais on ne voit pas la fin. Et si je vous disais que si les échantillons ont été retenus et Samir est là pour vous l'annoncer. Et vous avez décroché une médaille. Bravo à Merhaba. Comment on dit Je n'arrive pas à retenir mon émotion. Rabah Hashlef était loin de se douter qu'on allait lui annoncer la bonne nouvelle. Une médaille d'or décrochée au concours international de Dubaï, qui vient consolider les résultats obtenus au concours national Apulé 2020. C'est quelque chose de formidable. Ça ne pourrait que me motiver encore à aller de l'avant, à faire mieux, parce que je dis toujours, l'excellence, c'est une course qui n'a pas d'arrivée. Une quête d'excellence qui a commencé très tôt. Né et grandi à Alger, Amir Rabah, comme il préfère qu'on l'appelle, faisait les allers-retours vers le village de ses aïeux, Ben Hashlef, entre Bouzekza et Qaddara, dans la wilaya de Boumerdès, où son grand-père et son père ont lancé une des premières huileries en 1936. Le septuagénaire a passé une partie de sa vie à convaincre de passer au mode automatique. En 2017, il saute le pas. Grâce notamment au dispositif RFIG, il s'équipe d'un matériel moderne.
Aujourd'hui, entre vierge et extra-vierge, l'oléfacteur produit une panoplie d'huile d'olive fruitée. Une manière de rendre hommage à sa région. C'est mes racines, mes origines, les traditions que j'essaye de refaire revivre. C'est des choses qui sont en train de se perdre et je suis en train de faire des recherches sur tout ça pour essayer de sauver ce qui est encore possible de sauver. Telles que les anciennes huileries découvertes dans les villages avoisinants. Moi, j'appelle ça des trésors. Le jour où j'ai découvert, je suis resté peut-être 2 heures à 3 heures à la contempler, à essayer de vouloir passer à travers les ronces, là, pour essayer de m'approcher du truc. Et là, je vais demander l'autorisation du propriétaire pour ramener des ouvriers. On va débroussailler, on va le tout ce que vous voyez là, comme ce qu'il y a comme roncier, et la mettre bien en évidence. Ce sera un lieu à visiter. Et Amir Rabah part souvent en exploration à la recherche de nouvelles espèces de la faune et de la flore, mais aussi des oliviers millénaires. C'est la rocade sauvage. On fait une excellente salade avec. Voilà. Vous connaissez toutes les plantes ou quelques enfin, plantes prétendre que connaître toutes les plantes, c'est immense. J'en connais quelques-unes. Quelques-unes qui sont comestibles et d'autres médicinales. Celle qui ici, c'est la mésange printanière. La mésange printanière. Ah oui. Voilà. C'est la saison des amours maintenant. Et là, j'ai oublié son nom, c'est un oiseau qui est très friand des cerises et des petites baies. Je le connais en arabe, on l'appelle, c'est de la famille des merles, il a un nom que j'ai oublié. Celui-là. C'est une histoire d'amour aussi, c'est un lien qui s'est créé entre nous. Une communion avec Dieu, une communion avec la nature, une communion avec l'olivier. Il m'enseigne la patience. À force de voir ce qu'il a enduré dans la vie, il vit toujours. C'est donc l'homme qui murmure à l'oreille des oliviers. Un passionné, un amoureux de la nature, son rêve est entre autres d'ouvrir un jour un musée dédié à l'olivier et à l'huile d'olive. Il faut toujours croire en ses rêves très très fort. Moi j'ai plein de rêves, j'y crois, c'est à force de croire à mes rêves, c'est comme ça que je suis arrivé à ce stade-là. Une récompense qui ne fait donc que confirmer la qualité de son huile Aslia, littéralement l'authentique. On lui souhaite un prompt rétablissement. Sachez qu'il a fait une chute juste après avoir été primé. Pratiquement à l'annonce des résultats. Il est tombé des nues quelque part. Je ne sais pas, je ne connais pas les conditions exactes dans lesquelles il a fait cette chute. Mais il va mieux aujourd'hui? Il va mieux. Je l'ai appelé hier et il va beaucoup mieux. J'imagine qu'il est impatient de retrouver ses champs. Mais pour l'anecdote, à l'hôpital, ils l'ont félicité. Il y a eu ils lui ont fait presque une réception à l'hôpital quand il a fait le plâtre. On l'a reconnu tout de suite. Un homme de la nature, un homme qui murmure, comme vous l'avez si bien dit, à l'oreille des oliviers. Alors, l'Algérie exporte de l'huile d'olive, mais on reste quand même à l'état embryonnaire, à l'échelle embryonnaire. Dans le top 5, eh bien, on trouve l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, quelques pays africains, mais pas l'Algérie. Avant de parler du potentiel que compte l'Algérie, j'aimerais bien revenir vers le reportage. Dans quelles conditions je l'ai réalisé, comment je l'ai réalisé et pourquoi. En fait, le reportage était prévu déjà il y avait quelques semaines. Le producteur ne savait pas qu'il avait décroché une médaille. Encore mieux, il ne savait pas que les échantillons qu'il avait envoyés ont été retenus. Donc pour lui, il n'a pas participé, il n'y a pas de participation au concours international. Et il se trouve que l'organisateur du concours national appelé Samir Ghani, qui a fait tout l'accompagnement, il accompagne toujours les producteurs dans le cadre des concours, etc. Donc il m'avait fait plutôt la confidence qu'il avait que les échantillons, les échantillons de Rabah Chlef et de Kiared ont été retenus.
Et c'est comme ça que j'ai programmé le reportage. Et je lui avais demandé de ne rien dire jusqu'au jour J. Pour avoir sa réaction. Pour avoir sa réaction en direct. D'accord. Et c'était la surprise totale, on l'a applaudi, il avait On a vu qu'il avait lâché quelques larmes, très ému. Oui, il était très ému, c'était beaucoup d'émotions. Il ne s'y attendait pas. Absolument, absolument. Et le jour où on avait tourné le reportage, on ne savait pas quelle médaille. Oui. Donc j'ai dû attendre les résultats pour faire mon montage et pour faire mon commentaire. C'était le vendredi dernier. J'avais la confirmation, bien sûr, c'est l'organisateur qui m'avait confirmé, à partir de Dubaï, qu'il avait eu la médaille d'or avec M. Kiaret de Berlia. Donc voilà l'histoire. Mais moi, l'idée au départ, c'était de faire un reportage sur ce personnage. C'est un amoureux de la nature. Qu'il soit primé ou pas. Voilà. Oui, c'est un amoureux de la nature, c'est quelqu'un de généreux qui veut partager, qui veut vraiment arriver à l'excellence. Et non seulement il veut arriver à l'excellence, mais la partager avec les autres. Il reçoit des écoliers, il recevait des écoliers avant la pandémie, il leur expliquait comment on faisait l'huile d'olive. Il partait avec une bouteille d'huile d'olive à la fin. Il est dans la transmission de son il est dans la savoir-faire. transmission et il partage tout ce qu'il a et c'est extraordinaire. Et c'est sur cette base que j'avais décidé de faire un sujet pour montrer l'exemple. Et puis il a bataillé pour avoir son équipement, pour passer du mode traditionnel vers le mode moderne. C'était vraiment, c'était pas une tâche facile pour lui. Mais voilà, et c'est pour ça qu'il est à chaque fois, il est ému quand il réalise quelque chose. En tout cas, le succès est à ses portes aujourd'hui. Pourquoi pas exporter son huile Aslia, donc l'authentique, l'exporter à l'étranger? Ça, c'est aussi il y a quelques freins, quelques obstacles. Absolument. Donc ça, je préfère que les experts en parlent parce que... Rien que l'emballage, pour le... Ah, l'emballage, oui. On est obligé d'importer l'emballage pour pouvoir exporter à notre tour. Alors qu'on a, je crois, une usine qui fabriquait ça à Oran. Et justement, c'est prévu que je fasse tout un sujet sur l'emballage. Parce que l'emballage, il doit être aux normes. Oui. Il faudrait des bouteilles opaques. À l'abri de la lumière. Bien sûr, il y a deux ennemis de l'huile d'olive, c'est l'air et la lumière. Donc il faut vraiment un emballage spécifique. Et ça, on ne l'a pas encore. On l'a importé de la Tunisie, sauf que maintenant, ce n'est pas possible. Donc ça va un petit peu quand même... créer un problème pour les gens qui produisent de l'excellence. Parce que l'excellence, il faudrait que ça soit de la bouteille, le contenant et le contenu. Oui, tout à fait. Voilà. En tout cas, on espère que nos huiles d'olive algériennes puissent trouver leur place parmi les leaders des pays, en tout cas aux producteurs en Méditerranée. Ce n'est pas vraiment le potentiel qui manque. On l'a bien vu tout à l'heure. Absolument. L'Algérie a non seulement le potentiel, mais c'est un potentiel qui est appelé à évoluer. Vu les terres fertiles que compte l'Algérie. L'étendue. C'est incroyable. Donc on peut être leader sur le marché mondial s'il y a les moyens et surtout l'accompagnement. Je voudrais aussi parler d'un point très important pour les concours. Les concours, c'est très difficile. S'il y avait, je suis sûre, s'il y avait plus de participants, on aurait plus de médailles d'or. Oui. Parce qu'on a cette qualité. Elle existe maintenant. Les meilleurs, on a l'impression qu'ils n'y voient pas l'intérêt de participer. Pour eux, c'est... non, pas l'intérêt. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. C'est très difficile de participer. C'est toute une procédure. Il faut payer aussi en devise. Et ça, c'est donc il faut leur donner un coup de main, les accompagner. Il faut absolument les accompagner. Donc il faut aussi une volonté politique. L'appel est lancé. Absolument. Il faut accompagner ces producteurs pour qu'ils participent à des concours. Il y a aussi la foire internationale qui met en avant justement tous nos produits du terroir algérien. Ça reste insuffisant. Ça reste toujours insuffisant. Il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas. Alors, avant de vous laisser filer Flabanor, on aimerait bien que vous me parliez de cet ouvrage, L'Olivier. On ne doit pas dormir sur son olivier, même si c'est très agréable, je peux vous l'assurer. Ça, c'est une revue qu'a lancée un passionné aussi de l'olivier d'huile d'olive, Samir Ghani. Et c'est la première et la seule revue qui parle du secteur. Et c'est lui l'organisateur aussi du concours appelé le concours international, plutôt national. Ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que les mêmes résultats qu'il a dans les concours nationaux, on les a dans les concours internationaux. C'est les mêmes personnes. Ça veut dire qu'il est en effet aux normes. Oui. Notre concours national est aux normes avec les mêmes conditions, avec les mêmes étapes.
Donc ça ne peut que nous rendre fiers de ce qu'on fait ici. Voilà. Il faut les encourager aussi. Merci Fela Benour, merci d'avoir été des nôtres. J'étais ravie de vous recevoir sur le plateau. Et on a adoré votre reportage. On n'hésitera pas à le repasser. Ça repassera dans le JT ou c'est déjà passé? C'est déjà passé le vendredi. Le jour, on a eu l'exclusivité au JT. Génial. En tout cas, je suis sûre que ça fera l'objet dans plusieurs années. Il était une fois le bonjour. Eh ben, on parlera de il y a eu cette rencontre. Des commentaires extraordinaires, un retour magnifique. J'invite nos amis du matin à se rendre sur la page officielle de Canal Algérie sur Facebook. Je dirais un dernier mot sur la région qui est magnifique entre Bouzexa et Qdara. C'est une belle découverte. Ce jour-là, j'ai pas travaillé. Hein. J'ai pris beaucoup plus un bol d'air. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Hein. Voilà, il faut aussi faire la promotion de nos régions. Il y a des régions extraordinaires et vraiment, c'était une belle découverte. Et je crois, à chaque fois que je découvre une région, je la trouve encore plus belle que l'autre. Ça, c'est la beauté de l'Algérie et la richesse de ces régions. Tout à fait. Voilà. Alors, juste si je peux me permettre, comment l'épouse de Rabeh Hachlef l'appelle? Elle l'appelle Mowgli. Mowgli, voilà. Ça veut tout dire. Merci Fela Benour, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Norge. De la musique, c'est Jazairiya de Mohamed Lamari. Mohamed Lamari, qui a tiré sa révérence après une très riche carrière musicale, artistique de 65 années. Ça fera plaisir aux plus nostalgiques. Regardez. السحرية عرفتي انك جزائرية نظرة عينك سحرية عرفتي انك جزائرية ومن الأحفاد ظهر حاضرية رمز القديم والماء والداء ومن الأحفاد ظهر حاضرية رمز القديم والماء والداء جزائرية العين الزرقاء سيف الحلقة ما نزلت سماك كما كان فرقة والعين الزرقاء سيف الحلقة ما نزلت سماك كما كان فرقة شفرنا من الزرقاء وشفرنا من الزرقاء جزائرية Dernier invité qu'on reçoit ce matin, Sami Halil, bonjour. Bonjour, et ça fait un grand plaisir d'être votre invité. Puis permettez-moi de féliciter à l'occasion de la Journée de la Femme toutes les femmes du monde et spécialement les perles algériennes. Merci beaucoup Salim Halil. Hier, nous célébrions justement cette journée internationale des droits de la femme, des droits des femmes. Ouais. Et vous, apparemment, on est très curieux, il y a une femme qui a tourmenté votre esprit. Oh ben voilà, vous l'avez dit. C'est une histoire vraie ou pas? Enfin, il y a un peu du vrai, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était de la jeunesse. La jeunesse. Oui, c'était parce que... Et vous avez immortalisé cette anecdote, cette histoire à travers une musique, votre musique. Exactement. Alors, cette chanson est une histoire donc tirée de la réalité. Alors, avant de faire du chant, vous étiez musicien, artiste musicien. Quel instrument vous jouez? Non, écoute, كانت عندي une formation folklorique style البحارة, style كنت لعب البندير. Bendel. Ouais. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Et la chanson qu'on écoutait tout à l'heure, donc Jazairiya de Mohamed Lamari, vous l'avez reprise? Ah, très bien. Donc, je voulais rendre hommage à ce géant de la chanson algérienne, qui compte pour moi. Enfin, pour moi, il reste la plus belle voix au monde. Oui. Pour moi, c'est la plus belle voix au monde. Plutôt la voix de tonnerre. Donc, je voulais lui rendre hommage, primo parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup ma voix, il était un ami à tout le monde. Donc, je voulais lui rendre hommage pour
غنيت هذه لا شانسون جزائريه ça fait une quinzaine de jours اللي كملتها وان شاء الله elle va plaire au grand public. J'espère. Merci beaucoup. Donc, on répète, hein, Mohamed Lamari qui nous a quittés il y a longtemps, donc qui a passé 65 ans de sa vie dans le monde de la musique. Vous l'avez rencontré? Oui, d'ailleurs, on a fait des galas ensemble, surtout là où on a chanté en France, on a partagé la scène. Et c'était pour moi, bon, c'est la plus belle voix au monde. Puis, c'est un géant, c'est une bête de la scène. Donc, il a beaucoup aimé ma voix. Un jour, il m'a conseillé, Khalil Salim, تقدر تعاود mes chansons, puisque la voix d'Ali, après tu as une forte voix. Donc, mes chansons te conviennent très bien. Qui a envie, par respect, je ne voulais pas toucher à ces chansons. Maintenant, il faut que je lui rende hommage, ne serait-ce par une chanson, bien deux. Peut-être je suis en train de réfléchir, باش نعاود نسجل الأخوة اسمها رانا هنا والدنيا مازال طويلة aussi. Donc, avec d'autres instruments. Et permettez-moi encore de te dire que la chanson de سجلتها في la radio. Oui. Je remercie le responsable de la radio, le président, le directeur de la radio. Donc, arrangé par Sid Ahmed Fellah, notre maestro, chef d'orchestre de la radio. Et enfin, j'espère être à la hauteur avec cette chanson. Génial, merci. Alors, justement, est-ce qu'on peut avoir une petite anecdote, Mohamed Lamari, quelque chose qu'on ne retrouve pas sur la toile, quelque chose qu'on ne sait pas? Eh bien, je vais Mohamed Lamari, الناس اللي ما تعرفوش. Tout le monde le connaît, je pense, mais si on peut avoir une petite anecdote. شوفي محمد العماري c'est un homme à tout le monde. تاع الناس كامل, comment dirais-je. Des blagues, des folies sur scène. C'était un comique. C'était un comédien. لو كان يلعب acteur comédien تجي عليه. إنسان ماشي حسد, ماشي غيور, ماشي عنده que des bonnes qualités. أنا comment dire, je m'incline devant cet grand homme, grand artiste. وهذا هما les grands artistes. كما قال هو رانا هنا الدنيا مازال طويلة. Il n'est pas là, ما كانش حسد, ما كانش غير. Un véritable artiste. Exactement. Il t'encourage. Il encourage les jeunes, il encourage tout le monde. Il aime les jeunes, il aime tout le monde. Pour moi, c'est une grande perte pour la culture algérienne. Énormissime perte. Oui. Salim Halil, alors on va revenir à vous. À la base, eh bien, vous étiez dans un orchestre Chabi, c'est bien ça? Vous avez choisi un autre style musical. Aujourd'hui, vous chantiez essentiellement de l'algérois. Mais à votre manière, vous avez un style propre à vous, qui vous est propre. Ben oui, parce que je suis influencé par Salim Hellali. Salim Hellali, c'est mon maître indirect. Puis, un jour, j'ai passé par Al-Shabab, là où j'ai chanté Aqamari Ali. Et la même année, j'ai décroché le Tani d'or de la chanson maghrébine. Il m'a télévision pour représenter la chanson devant des artistes bien confirmés, Tunisien, Marocain, Mauritanien, Libyen. Et là, j'ai eu l'honneur de représenter dignement l'Algérie. J'ai décroché le Tani d'or. ومن بعد بون قلت باسكو غنيت يا قمري عالي ذاك الوقت كي دخلت سيتي لا باك تاع الراي كذا قلت نو يفو لازم ندير حاجه كي لازم ندخل فيها وسط الراي درت هذه لا شانسون انا عقلي داتو باسكو انا عقلي داتو في l'algérois كلام un peu ماشي راي نو سي un peu algérois c'est de l'algérois mais un peu sentimental, plus sentimental que le rail. Est-ce que vous voyez aussi, votre objectif était quelque part d'attirer aussi la jeunesse vers votre style musical en revisitant d'anciennes chansons algéroises? Bien sûr, mais c'était mon but. Mais je suis un perroquet de reprendre les chansons. Bien sûr. C'est de faire un nom. Peut-être il y a d'autres qui ont posé cette question depuis le temps. Tu n'es pas aussi célèbre que certains. Oui. Non, parce que ما كنتش ندير des reprises, ما كنتش ندير des lives, ما كنتش ندير de robots, ما كنتش نغني في العراس. Je suis un chanteur, أنا بكري دخلت في الدومين هذا. C'est باش نكون un artiste au sens propre du terme. Et vous l'êtes. Bien sûr, نخلي quelque chose à moi, mes chansons. C'est tout. Mais sinon, j'ai jamais fait de reprises à part Jazairia ou bien une ou deux, c'est tout. Très bien, je vous propose à présent de suivre cet extrait de votre reprise, Monsieur Samir Halil, votre reprise de cette chanson Jazairia. Ouais. سحرية عرفت بينك جزائرية من نظرة عينك سحرية عرفت بينك جزائرية ومن لحظة راح حضرية رمز الأدب والمودة
تحرية عرفت بانك جزائرية من نظرة عينك تحرية عرفت بانك جزائرية ومن لحظة باينة حضرية طمس الأدب والمودة ومن لحظة باينة حضرية رمز الأدب والمودة جزائرية Merci, merci Sami Halil. Alors, on peut avoir une petite prestation tout à l'heure, sans rien, sans musique? Bien sûr. Ah Blanc, vous avez choisi quoi? Ben, حبيت نغني لك à l'occasion de la journée de la femme, il y a Bint Beladi عجبوني عينيك. Allez-y. Alors, ben, je dédie cette chanson d'abord à ma nièce, qu'elle vient juste de faire ses fiançailles, Mehdia Taibi. Ah bah félicitations. Ben voilà, et aussi à ma soeur Nadia et son papa. À toutes les femmes de Voilà. votre vie. Voilà. Ah, très bien. Et son papa Mohamed Taibi, tiens, on leur bisous. Alors, يا بنت بلدي عجبوني عينيك يا بنت بلدي عجبوني عينيك وزن اللي في قلبك يبغيك وزن اللي في قلبك يبغيك يا بنت بلدي يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يلي خليتوني فكري حاير يا بنات الجزائر يلي خليتوني فكري حاير أجي تشوف زين بام 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 أجي تشوف زين أجي تشوف زين يا محلى صنعة اليدين رضاية الوالدين جملتهم شحال تحلالي. Bravo, 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 bravo. En tout cas, ça applaudit à la régie. Merci beaucoup, Sami Halil. Merci d'avoir été avec nous. Ben, tout le plaisir est pour moi. C'est l'émission. Non, Mazel, vous avez des projets? Mazel, Ah, d'accord. Vous avez des projets? Ben, des projets, avec la chanson de Jazalia, je compte lui faire un clip. Super. Avec la télé ou bien avec d'autres boîtes. Avec Oui. la télé, ça serait cool. Voilà. Oui, bah, j'espère bien. Ouais. J'ai proposé, j'ai dit la chanson, la production. Inch'Allah, ils vont accepter pour لازم ندير un clip à la Casbah, Babel, c'est comme ça, Jazalia. Je vois, عندي l'idée à peu près. Bon, قلت لك نزيد نسجل la chanson تاع العمالي رانا هنا والدنيا مازال طويلة. Inch'Allah, بالك il y aura d'autres chansons, mais au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça a été compliqué cette période de crise sanitaire? Ah oui, on ne travaille plus. Ouais. On ne travaille plus, on ne travaille plus. Et je me demande comment il y a certains qui... Mais c'est interdit pour le chanteur, c'est permis pour l'acteur. Allez, mais je me fais les comédiens, ils font des Ça films. reste de l'art, oui. Ils font des films, généralement des hommages. Tout cas, droits, ils font des hommages. Allez, chez les salles, dans ces conditions, il faut ouvrir toutes les salles pour les chanteurs. En tout cas, il y a des choses qui se font de manière virtuelle sur la toile, sur les plateformes des réseaux sociaux. Ouais. Des concerts virtuels, vous y avez pris part? Vous avez... Non. Vous aimez le vrai, vous aimez le contact. Exactement. Voilà, je le vois. نحب انا دائما l'opéra d'Alger يكون ouvert. Allez, نديروا nos précautions, on fait des galas, on fait des tournées, pourquoi pas? Parce que les chanteurs, je vais عام ما خدمناش. Oui. Les musiciens. C'est compliqué, oui. C'est Et vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de commerçants qui... Tous les artistes, enfin tous les artistes, non, قلت لك بلا les comédiens ما يخدموا بزاف les comédiens. Ça reprend, ça reprend. Le théâtre dernièrement داروا des hommages في التhéâtre. أنا je me demande علاش هذوك oui وهذوك non. Il y a ouvrir pour tout le monde, il y a en ferme pour Ça tout le monde. commence à ouvrir, je vous assure, monsieur. Ça Eh commence ben, à ouvrir. j'espère bien, Ça j'espère. commence, en tout cas, on vous souhaite une très belle réussite, bonne Ah, continuation. On bien, espère un partenariat avec la télé, pourquoi pas. Inch'Allah, Votre avec- clip, avec cette plaisir, reprise avec de plaisir, Al Jazairiya avec- de Mohamed Lamari. Merci Sami Halil d'avoir été avec nous. Merci, tout le plaisir est pour moi. Le Merci. plaisir était pour nous également. Chers bien. amis du matin, eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission sponsorisée par Coral Peinture. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été fidèles. Merci à toute l'équipe, sans oublier bien sûr toute l'équipe de la régie, technicien, caméraman, réalisateur et script
qui ont été au plus près de vous tous les matins, où que vous soyez. Pour la réussite de cette émission, on vous souhaite une excellente journée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Quant à moi, bien, je vous retrouve lundi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.